Bienvenue dans le Tour des Stades, votre émission qui débriefe tous les matchs du championnat national, ceux qui se déroulent le vendredi et puis qui vous briefe aussi également sur l'affiche Canal+ Foot du lundi. Focus aujourd'hui sur la 23e journée avec mon compère et ami Vincent Magnier. Ça va Vincent ? Ça va Manu ? On a passé une sacrée belle soirée une encore belle soirée. Du côté de Marcel Picot. On vous reçoit aujourd'hui bien sûr pour ce Tour des Stades. Vincent, on va faire le point justement sur les résultats de cette 23e journée. 8 matchs étaient à suivre sur FFF TV, 12 buts inscrits ce vendredi. La fin de saison approche et les écarts se réduisent. 2 victoires à l'extérieur, 6 nuls dont 2-0-0. Dans le détail, Dunkerque qui met fin à sa série noire à domicile, Villefranche qui remporte le derby de la mort, Le Mans qui fait dangereusement du surplace, Le Puy qui n'a pas dit son dernier mot, Nancy qui se relance, Avranches sur un nuage, Concarneau confirme son statut et Orléans qui a dit peut-être définitivement adieu à la montée. Vincent, est-ce que vous êtes prêt pour ce grand Tour de France ? Je suis prêt. Eh bien allons-y alors, prenons notre chariot du national et prenons surtout la direction des Très beau Hauts-de-France. Ouais, très très beau chariot, il faut le dire. On ne citera pas la marque quand même, mais c'est un très beau chariot. Prenons la direction tout de suite des Hauts-de-France. Dunkerque recevait la Berrichonne Châteauroux. Frédéric Touchard commentait ce match du côté de Marcel Tribu. Bonsoir Frédéric, racontez-nous un petit peu ce que vous avez vécu pour nous. Salut Manu, salut Vincent, match important ce soir ici à Dunkerque entre l'USLD et l'équipe de Châteauroux, un match équilibré, surtout durant la première mi-temps, un match fermé, très peu d'occasions de but. Le premier tournant de cette rencontre a eu lieu vers la 70e minute de jeu avec un penalty consécutif à une faute sur Ryan Grieb. C'est Amadou Bassi qui s'est élancé et qui a permis à Paul Delecroix d'effectuer un arrêt déterminant face à l'attaquant nordiste. On pensait que Paul Delecroix a fait le plus difficile et que Châteauroux pourrait repartir de Dunkerque avec un point dans sa besace, mais à 10 minutes de la fin, Ryan Grieb récupérait un ballon et se jouait de 2 défenseurs pour mettre ce ballon justement au fond des filets et donner la victoire aux Dunkerquois qui s'imposent ici à domicile, ce qui n'avait plus été le cas depuis le 30 septembre dernier. Dunkerque qui renoue avec le succès à domicile, qui remonte au classement. Pour les Castelroussins, c'est plus compliqué puisqu'ils redescendent dans la zone rouge avant de recevoir l'équipe de Concarneau la semaine prochaine. Merci beaucoup Fred. Vincent, je me retourne vers vous. Il y a quand même un homme, Mathieu Chabert, qui a joué un bien vilain tour pour sa grande première à l'USLD, qui a joué un bien vilain tour à son ancien club, la Berrichonne Châteauroux. Ouais, disons qu'en plus le choc psychologique a fonctionné. Alors c'est vrai que pour Mathieu Chabert, c'est encore plus beau parce que c'est face à son tout dernier club. Du coup, cette victoire met fin, tu l'as dit, à une série noire de 6 matchs sans victoire à domicile. C'était quand même assez énorme pour une équipe qui descend de Ligue 2 et qui avait pour projet de remonter aussitôt. Face à l'équipe de Châteauroux, et c'était pas facile. C'était cette équipe de Châteauroux qui est restée sur 3 matchs en défaite. Elle a mis quand même pas mal de buts ces derniers temps. Je crois un tiers de ses buts marqués sur les 3 derniers matchs, avec une belle victoire. D'ailleurs, sa dernière victoire extérieure, c'était à Bourg. Donc aujourd'hui, c'était pas une chose facile pour Dunkerque, mais ça a été réalisé avec succès. Ça a été réalisé avec succès. On imagine les satisfaits du côté de l'USL Dunkerque avec son nouveau coach Mathieu Chabert. Justement, Fred Touchard était en zone mixte, en zone de conférence de presse pour vous glaner ces quelques réactions. Soulagé. On avait pour objectif sur les 2 matchs à Cholet d'arrêter la série. On avait réussi à être solide et avoir un brin de réussite avec la barre. Et là, on voulait remettre la machine en route sur un match assez fermé. On savait que ça allait être comme ça. Maintenant, c'est des matchs qu'il faut savoir gagner. Avec le penalty raté, on pense que on peut avoir des démons qui reviennent. Et en fait, on arrive à refaire basculer le match pour nous, ce qui, sur le match, pour moi, n'est pas illogique. Il y a pas mal de choses qui se sont passées et qui se passent, donc nous, on essaie de rester focus sur le jeu et sur ce qu'on essaye de proposer. Et là, ça récompense le travail des joueurs sur les 2 semaines. Beaucoup de déception, beaucoup de colère. Pourquoi la colère ? Parce qu'on donne des buts qu'on ne devrait jamais donner, tout simplement. Et à ce stade-là du championnat, avec les matchs, avec l'importance de ces matchs et de ces points qu'on doit prendre, on n'a pas le droit de donner des buts comme on les donne. Tu fais référence à quoi, l'erreur de Rousseau Bien sûr, je fais référence à ça. Et c'est en tribune, ça doit finir en tribune. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, on n'est pas là pour être beau, il faut être bon et réaliste. On a la chance que Paul nous sorte ce penalty déjà. Et derrière, c'est inadmissible de faire cette erreur derrière, c'est inadmissible.
Le National nous offre chaque année de sacrés derbys et un sacré derby, il y en a eu un dans cette 23e journée, presque un classique entre Bourg-en-Bresse-Péronat et Villefranche. Derby parce que ces deux équipes sont séparées seulement de quelques kilomètres, que les deux coachs ont coaché dans les deux équipes. Des coachs inversés. C'est exactement ça. On va justement prendre la direction tout de suite du stade Marcel Verchères. On va retrouver Julien Vert justement qui a commenté cette rencontre pour nous. Julien, dites-nous tout concernant le contenu. Salut Manu, salut Vincent, c'était la fête des voisins ce soir au stade Marcel Verchères de Bourg-en-Bresse puisque le FBP 01 accueillait son voisin donc de Villefranche Beaujolais et dès le début de partie, eh bien, ce sont les Bressans qui se sont montrés les plus pressants, qui ont cherché à essayer d'inscrire le premier but, une bonne occupation du terrain. Ils étaient dominateurs mais sans réussir à concrétiser leurs diverses offensives. En revanche, en face, les Caladois se sont montrés tueurs dès leur deuxième véritable occasion sur un centre de Timothée Toflib. C'est Idriss Abba qui venait reprendre le ballon de la tête et qui faisait mouche de 34e minute, et donc les Caladois menaient 0-1 sur la pelouse du stade Marcel Verchères. Les Bressans avaient pris un petit coup sur la tête, ils ont mis du temps à se reprendre, il a fallu attendre la deuxième période pour qu'ils réussissent à remettre du rythme et à revenir inquiéter Jean-Christophe Bouet. Ce dernier avait été décisif en tout début de partie, mais sur le deuxième acte, les Bressans n'ont pas réussi véritablement à finir par l'inquiéter, et donc c'est Villefranche qui vient à s'imposer au final sur la pelouse du stade Marcel Verchères et qui surtout double son adversaire du jour au classement. Les deux équipes restent concernées par la lutte pour le maintien, mais ce sont les Caladois qui ont pris un petit avantage psychologique au stade Marcel Verchères ce soir. Vincent, c'était un derby à la mort parce que Villefranche était concerné par cette zone de relégation, parce que Bourg était maintenu en vie juste au-dessus de cette zone rouge. Derby à la mort remporté par Villefranche et qui pousse Bourg justement dans la charrette là pour le coup. Ouais, Bourg depuis 4 matchs qui va mal d'ailleurs. 4 matchs sans victoire depuis sa victoire face à Versailles. Cette équipe a vraiment du mal, et surtout à domicile, et face à l'équipe de Villefranche qui est invaincue maintenant depuis 7 matchs. La victoire aujourd'hui doit faire énormément de bien forcément à Hervé Delamajor et ses joueurs, parce que même si elle est invaincue depuis 7 matchs, elle était sur... En tout cas sur ces 7 matchs, il y a quand même 5 matchs nuls. Imagine un peu Manu, juste 3 victoires à la place de 3 matchs nuls, et Villefranche serait en train de jouer aussi la montée avec les Martigues, les Concarneau et les Red Stars et Versailles. Ouais, surtout avec ces 6 descentes, forcément, il y a certaines équipes qui auraient peut-être déjà acquis leur maintien et qui vont jouer jusqu'au bout, en tout cas leur survie dans ce championnat national. Quelques réactions, et l'une iconoclaste forcément. Jimmy Nirlo, l'ancien capitaine burgien, devenu caladois depuis la saison dernière, répondait justement aux questions de Julien Vert. Avec Jimmy Nirlo, Jimmy, c'est une victoire forcément spéciale le derby, mais surtout ça vous donne de l'air au classement. De l'air, on va dire, c'est un grand mot au vu du championnat qui est très compact. Ça nous donne, on va dire, on reprend 3 points sur un concurrent. On sort peut-être de la zone, j'ai pas vu les résultats. Maintenant, il reste 11 matchs, il n'y a rien d'acquis. Faut pas trop savourer quand on gagne un match et s'enterrer quand on en perd un. L'essentiel, c'est que dans 11 journées, il faut être sorti de cette zone. Maintenant, c'est difficile pour beaucoup de clubs. On va batailler jusqu'à la fin, mais c'est une victoire importante. Ouais. Surtout, vous parlez de compact pour le championnat, mais compact, c'était bien un mot aussi pour votre équipe aujourd'hui. On a eu l'impression qu'il y avait une certaine maîtrise et surtout une grosse solidité défensive ce soir. On va dire que c'était le maître mot parce qu'à l'aller, on a beaucoup souffert dès qu'il y avait des espaces. C'est une équipe qui a des qualités différentes que la nôtre. Et ils ont énormément de vitesse sur les 3 joueurs qui ont été alignés devant, mais même d'autres solutions qui pouvaient rentrer. Donc on a essayé de réduire les espaces pour justement éviter d'être en difficulté comme sur les 20 premières minutes. Le coach a mis de bonnes choses en place, on les a bien respectées. Donc je dirais que oui, c'est un match plutôt solide. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un clean sheet, donc c'est important, dans la course au maintien, c'est important de dégager de la solidité et c'est bien. Et après Jimmy Nirlo, le micro de Julien Vert qui a été tendu à Aliou Dembélé, le joueur de Bourg-en-Bresse. Situation forcément préoccupante pour Bourg ce soir. Aliou Dembélé, qu'est-ce qui vous a manqué ce soir face à Villefranche ? Clairement l'efficacité. Ils ont 2-3 occasions, ils en mettent une. On en a la situation aussi, on ne marque pas. C'est un derby, on voulait vraiment prendre les 3 points ce soir pour les distancer un peu de la zone rouge. On n'a pas réussi malheureusement, il reste 11 matchs, il faudra s'accrocher jusqu'au bout. On a l'équipe pour s'accrocher maintenant, il faut montrer les axes sur les terrains. Mais c'est vrai que ce soir on a abattu parce qu'on voulait faire vraiment prendre les 3 points, surtout le derby, ils ont gagné le match aller, surtout on avait pour nos supporters prendre les 3 points. On ne l'a pas fait, mais vraiment ça s'est joué sur l'efficacité vraiment.
Cette fin de championnat va être très ardue avec beaucoup d'équipes concernées par la lutte pour le maintien. Sur quoi ça peut se jouer justement de réussir à obtenir son maintien? Non, ça va jouer dans la tête. Ça va jouer dans la tête. Ça va être des matchs coup près. On va faire des modes de déplacement compliqués à Paris 13. Là, Sedan la semaine prochaine sur un terrain difficile. On sait que tous les modes nationaux sont difficiles. Maintenant, on a l'équipe pour aller chercher ce maintien. Il faut se travailler, c'est travailler. Maintenant, se mettre les idées le week-end, il va faire du bien. Pour dès lundi matin rebosser, pour aller chercher un résultat à Sedan qui sera vraiment primordial pour la suite. Après le Pays de Brest, prenons la direction tout de suite du stade Marie-Marvin, le stade du Mans FC qui accueillait la Lanterne Rouge, le FC Borgo. Le Mans avait besoin absolument de points, mais le Mans a dû partager les points ce soir. On va tout de suite retrouver Maxime Bonhomme qui a vécu cette rencontre pour nous. Bonsoir Maxime, racontez-nous un petit peu l'ambiance justement dans l'Entre-Mancel ce soir. Bonsoir Manu, bonsoir Vincent. Les semaines se suivent et se ressemblent pour le Mans FC. Après la première défaite ici à domicile face à Nancy il y a 2 semaines, après le match nul face au Paris 13 Atlético, on attendait une réaction des hommes de Réginald Ray. Il n'en sera rien ce soir, malgré pourtant l'ouverture du score grâce à une performance individuelle de la part de Kofi, la nouvelle recrue prêtée par le Stade de Reims. L'égalisation de Kouakou sur pénalty après un très bon travail de Doku. Et voici le FC Borgo qui, après plusieurs défaites, après plusieurs semaines compliquées à l'extérieur, qui se relance finalement quasiment pour son maintien, qui n'était pas très loin d'aller chercher les 3 points. Le Mans FC n'y arrive plus et au fur et à mesure, à force de ne plus voir en haut, il commence à regarder de plus en plus vers le bas. Match nul entre le Mans FC et le FC Borgo ce soir. Merci beaucoup Maxime. Vincent, on est inquiet pour le Mans ce soir. Ouais, parce que on va dire que c'est la meilleure attaque du championnat qui patine un peu actuellement. 4 matchs sans victoire. Forcément, il y avait beaucoup d'espoir face à cette équipe de Borgo qui n'a toujours pas gagné à l'extérieur. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, elle est venue faire un très bon match nul au Mans. Donc, ouais, forcément, il peut y avoir de l'inquiétude dans les yeux des supporters manceaux, parce que là, forcément, la montée commence un petit peu à s'éloigner. En revanche, pour Borgo, faire match nul au Mans, si maintenant cette équipe commence à prendre des points à l'extérieur, elle peut encore croire à son maintien. Et mine de rien, les recrues borgolaises qui font beaucoup de bien à l'équipe d'Alexandre Torres. Je voulais vous relancer là-dessus, Vincent. Alexandre Torres, c'est un entraîneur, je pense, dont on ne parle pas assez. Non, parce que c'est vrai qu'il arrive du dessous, mais je crois que c'est un entraîneur en fait qui est archi diplômé, qui a une culture incroyable, qui est un mec extraordinaire. Moi, je le connais pas personnellement, on l'a pas encore croisé cette saison. J'aimerais bien le croiser parce que quand je regarde ses conférences de presse, quand je regarde les interviews d'avant-match, c'est quelqu'un qui attire la sympathie. Exactement. Revenons. Et qui maîtrise son sujet niveau footballistique. Ah oui, ça c'est vrai que c'est assez impressionnant. Lui qui a fait monter le Stade Bordelais en National 2, qui était entraîneur de National 3 et qui est très loin d'être ridicule dans une situation très compliquée du côté du FC Borgo. Le Mans, on disait qu'on est inquiet. Est-ce que Le Mans est en danger? Justement, Réginald Ray s'est exprimé. C'était en conférence de presse à l'issue du match et les images nous ont été glanées par le service communication du Mans FC. Mal payé, oui et non. Le problème, c'est qu'on a joué une mi-temps. La deuxième mi-temps, on l'a très mal abordé. Quant au pénalty, je pense qu'il y est. Après, ça peut ne pas siffler. Là, en l'occurrence, il a été sifflé, mais c'est une conséquence aussi de notre entame de deuxième mi-temps. Voilà. Alors que je pense qu'on avait fait le plus dur, sans être exceptionnel sur la première mi-temps. On a vu de la maîtrise, sans rien concéder, en menant au score. Voilà. Donc, il fallait continuer sur ce mode-là. Malheureusement, on a laissé espérer Bastia Borgo. Voilà, et puis il arrive ce penalty. Et après ce penalty, ce qui est dommageable, c'est qu'on s'est désorganisé, liquéfié. Collectivement, on a pu faire grand-chose, si ce n'est que pousser. Mais bon, c'était la moindre des choses. Il aurait fallu rentrer sur le même mode. En tout cas au niveau mental que ce qu'on a vécu la première mi-temps, et capable de continuer à imposer notre rythme, même si on pouvait faire mieux par rapport à la première mi-temps. Et donc à partir du moment où vous ne mettez pas les ingrédients, il peut se passer ce qui s'est passé tout simplement. Et puis mais malgré tout, je crois que le penalty a lieu à l'heure de jeu, donc il reste une demi-heure derrière, et une demi-heure c'est très long. Encore faut-il bien l'utiliser. On n'a pas su l'utiliser. Et c'est très dommageable. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est une déception de plus. Et voilà, il faut être face à la réalité. Depuis que je suis arrivé, je n'ai jamais parlé d'objectif dans le contenu. Aujourd'hui, il faut penser à l'objectif maintien, tout simplement. Parce que
parce qu'il s'agit d'un club, il s'agit de salariés, il s'agit de choses très importantes. Et voilà, il va falloir montrer d'autres vertus sur les matchs qui arrivent pour à un moment donné se sortir de cette situation. Mais il faut y faire face. Ouais. Un autre match et on part directement du côté de l'Auvergne où le Puy accueillait le CS Sedan-Ardennes, une des équipes les plus ambitieuses de ce championnat national, une des équipes aussi également qui a quelque chose peut-être à jouer en vue de la montée. Un match spectaculaire avec 5 buts à la clé, une très très belle victoire des Ponos sur laquelle on va revenir dans quelques instants, mais on a besoin d'en savoir plus et notamment concernant le contenu. Anthony Perel était au Stade Massot pour nous. Bonsoir Anthony, racontez-nous tout. Salut Manu, salut Vince, petite sensation ici au Stade Massot puisque ce n'était plus arrivé depuis août dernier. Le Puy Foot s'est imposé à domicile dans un match spectaculaire, victoire 3-2 du Puy face à Sedan. Tout avait bien commencé pour les Ponos avec l'ouverture du score en milieu de première période. Elle est signée Jessim Seba sur une belle combinaison sur coup franc. Le break Pono sur penalty grâce à Mohamed Benfredj, un penalty obtenu grâce à Maxence Rivera. 2-0 à la pause, Sedan va revenir aux alentours de l'heure de jeu sur penalty toujours. Ramaligom pour son 7e but de la saison remet Sedan dans le coup. Jessim Seba est expulsé sur l'occasion. À 11 contre 10, Sedan va pousser et c'est pourtant le Puy qui dans le temps additionnel va faire le break. But de Sangaré, 3-2. On croyait le match terminé mais non. Séance en toute fin de match. À la dernière seconde quasiment a marqué un but anecdotique sur corner de la tête. Ce but c'est celui du 3-2 mais au final c'est le Puy Foot qui s'impose 3-2 et qui réalise une petite opération intéressante dans le cadre de la lutte au maintien. Merci beaucoup Anthony. Vincent, oui, le Puy n'a pas dit son dernier mot. Roland Vieira nous le disait, il nous disait « Je suis habitué à connaître des phases retour beaucoup plus sympathiques, agréables et remplies de succès bien sûr que les phases allées. » Quelle démonstration du Puy ce soir. Ouais, parce que cette équipe, en fait, nous, on l'a, encore une fois, je l'ai certainement dit dans d'autres tours des stades, mais cette équipe, en fait, elle est plaisante à regarder jouer. Aujourd'hui, elle obtient seulement sa 2e victoire à domicile. Mais difficile quand même pour les Ponos de jouer sur un terrain aussi compliqué. C'est une équipe qui est joueuse. Nous, on les a vus à Orléans sur une super pelouse. On les a vus à Versailles sur une super pelouse parce que c'est un synthétique. Et en fait, on a vu une équipe avec des vrais joueurs de foot. Une équipe qui, dans l'animation, c'est une équipe de foot qui mérite une pelouse un peu plus sympathique pour pouvoir justement démontrer tout ça. La 2e victoire à domicile aujourd'hui, elle va leur faire un bien fou dans cette course au maintien, évidemment, parce qu'elle n'est pas encore maintenue, elle peut pas encore souffler parce qu'il y a encore des points de retard, mais en tous les cas, ça les met en tout cas dans une belle série face à l'équipe de Sedan. Après ça, on a l'impression qu'après sa défaite face à Martigues la semaine dernière à domicile, aujourd'hui, voilà, elle a encore un petit peu plus peiné. Pourtant, c'est une équipe qui n'a connu que 2 ou 3 défaites sur les 9 derniers matchs, je crois. Terrible coup d'arrêt pour le CS Sedan-Ardennes, on va le voir, mais certains ce soir ont perdu sans doute des plumes, en tout cas en vue de la montée. On tirera les conclusions à la 34e journée, mais Sedan fait partie de ces équipes. Vous parliez de l'état des terrains, Vincent. Je me permets ce petit trait d'humour qui, j'imagine, hérissera sans doute le poids du côté de Sedan et du Puy, mais c'est un peu le derby des terrains pourris, parce que là, pour le coup, franchement, ces 2 terrains, ils sont quand même assez compliqués. Ouais, en même temps, moi, quand tu dis ça, Manu, je rigole, ça me fait rigoler. Je pense que ça ne doit pas faire rigoler forcément les joueurs et les staffs, parce que c'est vrai que pratiquer du football sur des pelouses comme celle du Puy et celle de Sedan, c'est compliqué. Ouais, tout à fait. Olivier Saragaglia en avait parlé notamment dans le Tour des Stades il y a maintenant quelques semaines. Quelques réactions justement qui ont été glanées par le service communication du club du Puy. Honneur forcément aux entraîneurs, honneur forcément à un entraîneur heureux ce soir, Roland Vieira, avec cette victoire au bout du compte. Ouais, après, là, je pense que tous nos matchs à domicile, il y a un peu d'émotion. Elles sont positives ou négatives, mais c'est vrai que voilà, tous les derniers matchs et l'investissement des joueurs font vivre des émotions. Et voilà, ce soir, elles sont positives. Donc, je suis très, très content. Et surtout pour eux, parce qu'ils se récompensent un peu de tout l'investissement qu'ils font, pas que le week-end, mais toute la semaine. On savait aussi qu'on avait besoin que la réussite tourne aussi. Donc, on aurait pu être punis. Et après, je trouve qu'on a su ne pas attendre le but pour réagir et imposer les choses. Et on a eu une belle réaction après ces 5 minutes avec je pense, le reste de la mi-temps où on a réussi à s'imposer chez l'adversaire et à rester chez eux malgré en plus l'évolution du score. Voilà, je sais qu'on peut être moqué des fois quand on dit que c'est bien alors qu'on perd ou qu'on fait match nul, mais on insiste sur ça parce que voilà, nous on a la lecture du match, du football, de ce qui est produit, on a la lecture de la semaine, du travail, et qu'aujourd'hui, même s'ils n'étaient pas récompensés, le travail était là et même de qualité parce que aujourd'hui, les ressorties de balles, les actions qu'on s'est créées, c'est pas une surprise, ça tombe pas d'aujourd'hui. On a eu des situations, des fins de match comme ça.
Et la bonne chose, c'est que voilà, les 3 points vont leur donner des forces et on en a besoin parce que même si on se répète que c'est bien, et on sait qu'on est jugé sur nos résultats et sur l'aspect comptable. Au-delà du résultat, c'est le contenu. Le contenu qui m'agace. Donc la semaine dernière, j'étais frustré par rapport au contenu. C'est un match qui doit faire 0-0 la semaine dernière contre Martigues. J'étais frustré par le contenu. Là aujourd'hui, je suis pas frustré, je suis énervé. Je suis énervé parce qu'on met des choses en place à l'entraînement, à la causerie, et on applique ça un quart d'heure sur 90 minutes. Donc c'est indigne d'une équipe de nationale qui, soi-disant, veut jouer le haut de tableau. On n'a rien à faire dans le haut de tableau. Quand je vois les matchs qu'on est capable de faire depuis 2-3 matchs, on n'a rien à faire dans le haut de tableau et on va batailler pour se maintenir parce qu'aujourd'hui, c'est le niveau qu'on a. On a le niveau d'une équipe qui doit batailler pour se maintenir. Ce qui me frustre encore un peu plus, c'est qui m'énerve, même pas frustré, qui m'énerve, c'est qu'on a la chance de revenir à 2-1 avec ce penalty et cette expulsion. Et avant ce compte 10, il va falloir que je revoie les images, mais je pense qu'on n'a pas fait 2 passes dans le camp adverse. Donc tout ce qu'on s'est dit, tout ce que je répète à la mi-temps, tout ce qu'on a travaillé la semaine à l'entraînement, tout ce qu'on a prévu à la causerie, on l'a pas respecté. On est ce soir du côté du stade Marcel Picot. On a vécu une soirée assez extraordinaire parce qu'il y a cette ambiance dans ce stade, il y a le poids de l'histoire. Et puis on a vécu un match aussi également très 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 agréable entre 2 équipes qui jouaient quelque part leur survie non, mais en tout cas qui jouaient leur va-tout ce soir, puisque Versailles devait se rattraper après la défaite contre Concarneau en début de semaine, raccrocher absolument ou rester au contact entre guillemets du bon wagon en vue de la montée. Puis Nancy qui était relégable avant cette 23e journée, qui devait à tout prix l'emporter pour pouvoir confirmer en tout cas le bon travail, le bon contenu proposé par Benoît Pedretti depuis sa prise de poste, et puis aussi également se donner de l'air et se rassurer. Le match il a été emballant, extraordinaire, on peut le dire ainsi. Une entame à l'avantage quand même des Versaillais, qui est concrétisée sur pénalty par le plus goléador des défenseurs, Thibaut Jacques, son 4e but cette saison. Un pénalty provoqué un peu plus tôt par la main de Prince Mendy sur un corner défensif pour Nancy. Et puis derrière, la SNL va se réveiller, s'offrir de belles occasions, notamment avec le poteau de Lucado suite à ce beau mouvement venu de la droite. Quelques minutes plus tard, sur une tête de haut but, le jeune Troyen Lefebvre va inscrire son premier but en national et surtout va faire chavirer Marcel Picot de bonheur. Derrière, Sébastien Reynaud, le gardien versaillais, va maintenir Versailles en vie avec cet arrêt, notamment sur cette frappe de Thomas Robinet. On a dit un arrêt quasiment de gardien de handball. Mais en seconde période, Nancy va concrétiser. 56e minute, un numéro de soliste de Lénine Angis côté gauche qui élimine 4 défenseurs. Thomas Robinet en déséquilibre à la conclusion de la tête. C'est son 5e but cette saison. Il devient le meilleur buteur nancéen cette saison. Alors oui, Jermaine Lens aura des occasions, mais Martin Sourzac a été encore une fois impérial, le gardien nancéen, et a encore offert un très 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 grand match. Et surtout, il aura eu sa part du gâteau, en tout cas dans ce premier succès à domicile pour Benoît Pedretti. Il en est désormais à 4 matchs sans défaite. Benoît Pedretti, 3 victoires et un nul. Elle fait du bien, on l'a senti, au soulagement, à l'explosion de joie et de bonheur qu'il y a eu à Marcel Picot au coup de sifflet final, Vincent. Ouais, parce que là, effectivement, encore une fois, quand on assiste au match, qu'on ne connaît pas le classement et qu'on voit jouer Nancy comme elle l'a fait, comme elle a joué ce soir, forcément, on se dit qu'elle est obligatoirement à la lutte avec Versailles, Martigues, les Red Stars, enfin toutes les équipes qui jouent la tête. Non, c'est pas le cas. En fait, effectivement, elle se sort tout juste de la zone rouge. Mais vu la série qu'elle est en train d'entamer, vu ce qu'elle propose dans le jeu, vu la solidité défensive, je pense que cette équipe, dans peu de temps, elle va batailler avec toutes ces équipes de tête. Coup d'arrêt à l'inverse pour Versailles, Vincent. La série de 2 défaites consécutives, ça n'était jamais arrivé au FCV depuis le début de cette saison. On a interrogé Chris sur le sujet et vous allez le voir, il répond très clairement à cette question un petit peu plus tard. Est-ce que vous êtes inquiet pour le FC Versailles? Est-ce que cette série, quelque part, elle n'arrive pas au pire des moments dans cette saison, à 11 journées de la fin, quoi? Ouais, alors je vais pas donner la réponse de Chris, mais je trouve qu'il a raison, et surtout au-delà de ce que lui a répondu, on va l'entendre un peu plus tard, c'est aussi le fait qu'il a des joueurs hyper expérimentés dans son équipe qui ont forcément vécu des cas même des fois un peu plus difficiles dans leur club précédent, des joueurs qui savent gérer ce genre de petits problèmes, enfin pas problèmes en interne ou quoi que ce soit, mais de problèmes de résultats, parce que 2 défaites d'affilée, ça s'était jamais vu encore à Versailles, et cette équipe, elle a les armes aussi pour rebondir. Aujourd'hui, j'ai senti que c'était quand même une équipe
qui était un peu fatigué. Alors encore une fois, ça c'est le débat du match du lundi soir et du temps de récupération par rapport à l'équipe qui n'a pas joué le lundi soir. Mais voilà, ça on ne pourra pas le changer, c'est comme ça et il faudra faire avec. Exactement, et le FC Versailles sera bien sûr concerné aussi également dans les semaines qui viennent, en tout cas par ce match du lundi soir. Les réactions. Benoît Pedretti et Chris étaient coéquipiers du côté de l'Olympique Lyonnais. Ils ont passé une saison ensemble. Ils se retrouvaient bien évidemment ce soir pour une belle lutte tactique, en tout cas entre ces deux hommes. Benoît Pedretti, on l'a dit, forcément heureux, mais c'est pas non plus. C'est pas l'euphorie complète. C'est pas l'euphorie complète. On reste prudent. On reste prudent concernant la suite de cette saison. Oui, c'était bien d'être solide défensivement et c'est. Même si j'ai envie qu'on joue bien au foot, je parle beaucoup de la possession et tout, mais la priorité c'est de ne pas prendre de but dans le football. Et pour bien attaquer aussi, il faut bien savoir défendre. Et toute l'équipe, franchement, je trouve qu'on est assez bien organisé, à part le premier quart d'heure, comme j'ai dit. Mais maintenant, les défenseurs sont là. Et hier, j'avais parlé de Lens, tu vois, et on l'a pas énormément vu, mais à la 90e, il est capable d'obtenir un coup franc et il aurait été capable de le mettre dans la lucarne. Donc c'est des joueurs qui peuvent être décisifs à n'importe quel moment et on aurait pu le payer ce soir. Donc ça tourne à notre faveur parce qu'en ce moment on travaille bien, on mérite. Et Martin a encore fait l'arrêt qu'il fallait au moment où il fallait. On va surtout un match à Cholet la semaine prochaine à jouer face à, je crois, la deuxième meilleure équipe à domicile, il me semble. Donc pour vous faire comprendre la tâche qui nous attend là-bas, avec un déplacement très très long. Donc non, nous on est focalisé sur le match et je l'ai dit depuis que je suis arrivé, le classement je le regarderai à la dernière journée. Avant il ne nous intéresse pas. Aujourd'hui le championnat est tellement serré, tout le monde peut battre tout le monde. On l'a encore vu ce soir, on est capable de battre le deuxième. Borgo est cherché un match nul au Mans, il n'y a personne qui lâche et pour remporter des matchs, pour faire des bonnes performances, il faut être comme aujourd'hui à 100%. Après Benoît Pedretti, forcément Chris qui est venu justement à notre micro et qui nous a parlé de cette série justement où les choses vont un petit peu moins bien du côté du FC Versailles, mais là encore une fois, pas de catastrophisme du côté de l'entraîneur versaillais. Moi je suis, oui, la défaite elle a fait mal. Les joueurs, c'est pas facile parce qu'ils sont des compétiteurs, mais depuis tout ce qui s'est passé cette semaine, le travail, l'enchaînement de matchs contre Concarneau et contre Nancy, voilà, j'ai vu des attitudes intéressantes, mais c'est pas suffisant à ces moments pour changer cette situation. Donc c'est une période compliquée avec deux défaites. Depuis que je suis là, c'est la première fois qu'elle arrive. Et voilà, on a 10 jours à peu près pour bien travailler, pour bien évacuer cette deux défaites et penser à Bastia, à domicile. C'est mal abordé parce que des fois, avec la télé, on joue 21h. Donc des fois on est déplacement, des fois on est à domicile, mais 21h, tu as besoin de 48 heures pour récupérer. Les joueurs, ils ne sont pas des machines, c'est fatigant. Donc et tout de suite derrière, on doit enchaîner le vendredi à 19h30. Donc oui, je suis d'accord que l'organisation, elle n'est pas favorable ni pour nous, ni pour les équipes de championnat, parce que c'est pas que nous qui jouons le lundi. Mais le match à 21h, oui, c'est vrai que et après, tu dois faire un voyage de Versailles à Nancy, etc. Bon, c'est vrai que c'est pas favorable de faire un match lundi et vendredi. Le pire moment, ça peut avoir les deux côtés. Parce que l'équipe elle a pu tomber dans un piège et de ne pas avoir confiance pour rebondir tout de suite contre Bastia. Ou ça peut être un réveil, justement, dans cette période, pour aller chercher les victoires et enchaîner une série, justement, cette fin de saison. Donc, il a deux côtés. Après, voilà, c'est la gestion entre le staff et les joueurs cette semaine. Et les 11 matchs qui nous restent, justement, pour retrouver cette confiance et retrouver cette victoire, que ça peut nous faire du bien à domicile.
Allez, cap sur la Normandie désormais et le stade René Fenouillet. On va aller retrouver Aurélien Renaud qui a vécu l'opposition entre l'US Avranches Mont-Saint-Michel et le Paris 13 Atlético. Là encore une fois, ce duel valait son pesant d'or puisqu'on rappelle que ces deux équipes étaient concernées par la lutte pour le maintien. Le son d'ailleurs toujours après cette 23e journée. Bonsoir Aurélien, racontez-nous un petit peu ce succès large de l'USA MSM. Maintenant dans le contenu, racontez-nous surtout les détails. Bonsoir Manu, bonsoir Vincent. Le stade René Fenouillet ce soir à Avranches était le théâtre pour cette 23e journée d'un duel d'importance entre l'US Avranches et le Paris 13 Atlético. Et j'ai avec moi pour ce tour des stades un entraîneur forcément ravi non seulement de la tournure des événements ce soir, mais forcément ravi aussi des 8 jours écoulés. Damien Haute, bonsoir. Oui, bonsoir. Damien, ce soir, l'US Avranches avait pour objectif de faire fructifier la belle victoire obtenue sur le terrain du Red Star face à une équipe relégable. Mission accomplie, victoire 3-0 ce soir. Oui, c'est vrai que dans ces championnats-là, seules les séries comptent. Alors c'est sûr que faire 2 matchs de suite et 2 victoires de suite, ça peut nous aider à nous faire grimper au classement, même si, bien évidemment, le championnat est encore long, mais ça nous fait du bien. Ça, c'est une évidence. Mais au-delà de ça, c'est aussi la façon de l'avoir fait, de façon maîtrisée, de façon stratégiquement voulue. Voilà. Donc je suis très satisfait de la prestation de mes joueurs ce soir. Ce soir au stade René Fenouillet, il ne fallait pas être en retard puisque les Avranchinais ont réussi à marquer grâce à Mehdi Boussaïd après 1 minute et 1 seconde de jeu. Un très beau but d'ailleurs depuis la demi-lune, une jolie frappe signée du franco-algérien. Derrière, les joueurs du Paris 13 Atlético, Damien aurait pu égaliser aussitôt sur une situation d'Ilan Gomez. On a vu vos joueurs aussi derrière peut-être plus en position d'attente, c'était peut-être voulu. Oui, quand je disais que c'était stratégiquement maîtrisé, c'était effectivement une volonté de leur laisser la balle, de nous déplacer de droite à gauche, certes, mais de ne pas prendre de la profondeur. Et puis ensuite, dès la récupération de balle, être chirurgical. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le score était de 1-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Godwin Kouyalipou, qui avait déjà marqué de son empreinte la rencontre au stade Bauer contre le Red Star la semaine dernière avec un doublé, a rapidement mis ses partenaires à l'abri. Derrière, Anthony Beuve est venu sauver un penalty qu'avait obtenu Ilan Gomez. Là encore, un tournant important parce qu'à 2-0, revenir à 2-1 après 2 minutes, ça aurait été un petit peu difficile. Fondamentalement important. C'est sûr qu'on va retenir le 3-0. Mais je pense qu'il faut il faut surtout souligner l'arrêt d'Anthony Beuve à 2-0 parce que c'est vrai que tant que tu ne mets pas le 3e but, rien n'est joué. Et quand un adversaire revient de 0 à 2-1, l'état d'esprit peut vraiment changer. Donc c'est vraiment décisif ce que fait Anthony là. Oui. Ouais, super arrêt sur sa droite de la part d'Anthony Beuve. Et derrière, l'US Avranches grâce à un grand bonhomme ce soir, Godwin Kouyalipou, après une très belle action offensive qui marque le doublé, le 3e but. Godwin Kouyalipou, depuis son arrivée à l'US Avranches, c'est 5 buts en 7 matchs et une passe décisive. Ce soir, c'est une passe et 2 buts. Moi, je pense que vous êtes content de son rendement. Oui, après, il n'était pas parti sur les mêmes bases. Mais c'est vrai que depuis 2 matchs, ça va faire 2 matchs, 4 buts, c'est ça, plus passe D. Après, à lui de continuer à travailler, il travaille bien, il a un bon état d'esprit et il a du talent, comme diraient tous les entraîneurs, qui continuent à travailler. Puis surtout, il travaille beaucoup pour l'équipe et ça on lui rend bien, donc tant mieux. Vous l'imaginez bien, si ce succès 3-0 fait le bonheur de l'US Avranches, et bien de l'autre côté, le Paris 13 Atlético pour la 2e sur le banc de Felipe Moreira a ce soir étendu sa série de matchs sans victoire à 7 rencontres. Ce sera forcément compliqué pour le Paris 13 Atlético qui en plus recevra Martigues. Ce sera la semaine prochaine. Un dernier mot avec vous, Damien, le prochain rendez-vous, Le Mans. Ici, 2e rencontre à domicile. L'idée, ce sera forcément de continuer à faire fructifier cette série positive. La série, on a fait série de 2. On va tout faire pour essayer d'en faire une 3e, même si on se doute bien que Le Mans est une grosse cylindrée. On avait pris 3-0 au match aller. À nous de proposer autre chose, à nous de trouver des solutions, à nous de résoudre les problématiques que nous avaient posées au match aller. Voilà, après, ce qui est certain, par contre, c'est qu'on a un bon mental. Ça, c'est sûr. Il faudra le garder en tout cas, l'US Avranches, avec 6 points pris à le sourire en ce début de mois de mars. Vincent, on a le sentiment, après avoir entendu Aurélien, après avoir commenté et vu aussi également l'US Avranches Mont-Saint-Michel la semaine dernière et cette victoire du côté du Stade Bauer contre le Red Star, que Avranches a retrouvé de l'efficacité et que le contenu proposé par Damien Haute est enfin récompensé.
Ouais, parce que vu ce qu'on a vu la semaine dernière au Red Star, on a vu des choses hyper intéressantes. Damien Roth, il n'hésite pas à tenter des choses. Quand ça va pas, il tente des choses, il change de système. Il n'hésite pas à mettre des joueurs, des joueurs très importants. Je pense notamment à Boateng la semaine dernière face au Red Star. Voilà, sur le banc. Ouais, c'est un coach qui a envie, de réussir, c'est un coach qui a envie de sauver son club. Et pourquoi pas plus si affinité, parce que comme on le dit pour Nancy, c'est valable aussi pour Avranches. Une série peut les amener très vite. Il y avait 5 défaites à domicile pour Avranches depuis le début de saison, seulement 3 victoires à domicile. Aujourd'hui, avec cette victoire, ça fait 4, ça commence à s'équilibrer, et quand ils auront un peu plus de victoires que de défaites à domicile, ils pourront regarder vraiment vers le haut. En revanche, pour le Paris 13, ça commence à devenir très compliqué. Il n'y a pas d'effet choc psychologique pour le moment avec le nouveau coach Moreira. C'est un 7e match sans victoire pour le Paris 13 qui s'enfonce encore un peu plus. Ouais, qui s'enfonce, le Paris 13 Atlético, en effet, qui fait la très mauvaise opération de cette 23e journée. Vincent, chaque semaine, on s'arrête match après match sur des très beaux gestes d'attaquants, des magnifiques buts. Là, pour le coup, j'ai envie de faire honneur à votre ancienne profession. Enfin, vous la pratiquez toujours le week-end, bien sûr, pour le plaisir. Celle de gardien de but, parce qu'on a un Anthony Beuve qui nous a arrêté un penalty d'une fort belle manière. À ce moment-là, certes, Avranches menait déjà 2-0, mais cet arrêt est quand même important. Et je voulais, au-delà de l'arrêt sur penalty, parler d'Anthony Beuve qui, depuis son retour, il a fait un match extraordinaire contre le Red Star la semaine dernière. Là, encore une fois, il est décisif. C'est l'homme fort, un des hommes forts de l'US Avranches, je pense à Michel. Ouais, il y a quelques années, il faisait partie souvent des meilleurs gardiens du championnat. Contre le Red Star la semaine dernière, il nous a montré qu'il était toujours là. Aujourd'hui, même si effectivement le penalty est arrêté à 2-0, le match à 2-0, il n'est pas fini. Si le but sur penalty est marqué, le 2-1, après derrière les Avranchinais, peut-être qu'il y aurait un peu plus de fébrilité. Ils auraient peut-être reculé un peu plus, et puis derrière, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc un gardien qui peut maintenir son équipe à 2-0, ça vaut toujours le coup, surtout quand c'est sur penalty. De la Normandie à la Bretagne, il n'y a qu'un pas. Partons tout de suite à Guy-Piriou, le stade, l'antre, on va le dire ainsi, de l'US Concarneau, l'un des endroits les plus chaleureux aussi également de ce championnat national. Concarneau accueillait le SO Cholet. On voyait avant ce match peut-être un duel à élimination directe entre deux outsiders, en tout cas à la montée. C'est Concarneau qui l'emporte 2-0. Et c'est surtout Damien Martin qui a vécu ce match pour nous. Bonsoir Damien, racontez-nous, comme d'habitude avec votre talent, celui qu'on vous connaît. Bonsoir Manu, bonsoir Vincent. 4 jours après avoir dominé Versailles sur sa pelouse, Concarneau avait une lourde tâche devant elle, celle d'enchaîner avec pourquoi pas une nouvelle victoire, cette fois-ci à domicile, contre le SO Cholet. L'équipe des Mauges, qui est très solide depuis de nombreuses semaines, 5e au classement, se présentait ici à Guy-Piriou dans le Sud Finistère avec l'objectif de battre enfin un gros cette saison et pourquoi pas de croire au podium à la fin de la saison. Deuxième club du top 5 pour Concarneau cette semaine et deuxième victoire qui s'est dessinée en deuxième période. La première mi-temps est relativement serrée, quelques actions de part et d'autre, un rythme très engagé, beaucoup d'intensité, mais un score nul et vierge à la pause. Je le disais, c'est donc en deuxième mi-temps que la sentence va se déclarer en faveur des Tonniers de Concarneau et un homme à la baguette, il s'appelle Fed El Koumisti, le meilleur joueur du championnat de national la saison dernière, est en train de retrouver ses meilleures sensations sous le maillot qu'il a révélé, celui de Concarneau. À la 71e minute, il est à la conclusion d'une belle action d'Axel Camblan. Le jeune joueur prêté par le Stade brestois décale El Koumisti qui, d'une frappe enroulée, bat le gardien. Il débloque la situation 1-0 à 20 minutes du terme. Dans le temps additionnel, El Koumisti, le buteur providentiel, va apporter dans les dernières secondes de jeu le but du chaos, le but de la victoire pour l'US Concarneau. La frappe est superbe. Elle vient nettoyer la lucarne et la toile d'araignée du gardien adverse. Concarneau s'impose 2-0. En profite pour reprendre la deuxième place à Versailles. Une belle semaine, l'embellie se confirme ici dans le Finistère. Vincent, l'enseignement que j'ai envie de tirer de ce match entre Concarneau et le SO Cholet, c'est que on a beau à chaque fois se dire, non, à un moment donné, ça va craquer l'US Concarneau. Chaque année, on se le dit. Et bien là, ils ont déjà eu leur craquage un peu, je pense. Ils ont déjà eu leur craquage, mais le sprint final arrive et l'US Concarneau est bien placé. Bah ouais, parce que là, du coup, comme on disait à l'instant, c'est vrai que le craquage de Concarneau a eu lieu beaucoup plus tôt que les années précédentes, donc c'est peut-être bon signe pour eux, parce que là, du coup, ça fait 3 victoires d'affilée, un Fed El Koumisti complètement retrouvé, buteur 2 fois ce soir, et la semaine dernière déjà aussi à Versailles. Et donc cette équipe de Concarneau, ouais, bah maintenant en fait, un peu comme Nancy, avec un match en moins, elle démarre son marathon du mois de mars avec une belle victoire. Elle écarte un petit peu Cholet
pour le moment, je dis bien parce que ça va très vite dans le championnat. Elle écarte un prétendant direct à la montée, en tout cas temporairement, puisque cette équipe de Cholet était qu'à 3 points du podium au final avant ce match. Là aujourd'hui, ça va creuser un tout petit peu plus. Ce qui est un peu plus inquiétant, c'est que les hommes de Stéphane Rossi sont sur 3 matchs sans marquer de but. C'est vrai, exactement. Et s'il y avait un homme dont vous avez commencé à en parler, Vincent, et Fedel Koumisti, c'est l'homme de la semaine. Il y a ce but qui offre les 3 points à Versailles lundi. Il y a ce doublé qui offre les 3 points à domicile contre le SO Cholet. On va pas trahir de secret, Vincent. Quand Fedel Koumisti, on l'a vu, quitter Le Mans pour rejoindre l'US Concarneau, on était un petit peu inquiet. Un petit peu sceptique aussi, parce qu'on se disait, il est fou, Fedel Koumisti, de quitter un projet sportif comme Le Mans FC. Et quelque part, même Stéphane Lemignan, il est fou de réincorporer Fedel Koumisti alors qu'il avait son équilibre avec ses offensifs qui régalaient Rabillard, Boutra notamment, qui régalait depuis le début de saison. Bah là, cette semaine, ça leur donne raison aux deux quelque part. Ouais, parce qu'en plus, Fed El Koumisti, on a vraiment l'impression que Concarneau, c'est son club, c'est son cœur en fait. Il est parti, il se sentait mal, il a dit je veux revenir à la maison. Il a appelé papa Stéphane Lemignan et il lui a dit est-ce que je peux revenir? Et Stéphane Lemignan a dit bien sûr, parce que de toute façon tu es un joueur intelligent, j'ai des joueurs intelligents autour de moi, les Rabillard, les Boutra et compagnie, t'inquiète pas, il y aura peut-être un turnover, mais en tout cas on aura besoin de tout le monde pour aller au bout de nos rêves. Exactement, et puis dans le jeu sans ballon, Stéphane Lemignan nous l'avait très bien expliqué la saison dernière, dans le 4-4-2 à la lorientaise que prône bien sûr Stéphane Lemignan, eh bien Fedel Koumisti a sa part offensivement, on en parle clairement. ce soir, mais dans le travail aussi également défensif, collectivement en tout cas, c'est un élément bien évidemment très 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 important. Petite réaction, Damien Martin était justement avec Antoine Rabillard, tiens, un coéquipier de Fedel Koumisti à l'issue de cette rencontre. Antoine, c'est encore une victoire fondatrice. C'est un enchaînement que personne ou presque n'avait réussi. 2 victoires en 4 jours. Ouais, le coach nous l'a répété souvent dans la semaine et je crois que c'était la 7e fois qu'on jouait cette saison un lundi et enchaîné le vendredi. On n'avait jamais réussi à enchaîner 2 victoires. Je pense que celle-là, on allait la chercher au mental, au courage, parce qu'on était un peu entamé physiquement. Je pense qu'on l'a vu sur la première partie, la première mi-temps, c'était un peu compliqué. On a eu du mal à trouver les enchaînements, on avait peut-être un peu peur. On était un peu plus timoré. On s'est dit les choses à la mi-temps et voilà, je pense que cette victoire a fait vraiment du bien devant notre public. Ça nous permet d'enchaîner une 3e victoire consécutive, de se replacer au classement. Donc voilà, faut continuer dans cet élan, garder le même état d'esprit et aller chercher un gros match la semaine prochaine. On l'évoquait en avant-match avec votre coach, il y a des signes qui montrent que vous avez réenclenché la machine depuis peut-être 15 jours, depuis Borgo. Ouais, et pourtant ça n'a pas été un match facile contre Borgo. On s'est retrouvé face à un bloc qui était très compact. Ça a mis du temps avant de se dessiner. On était même mené 1-0. On a eu les ressources pour basculer la rencontre. Donc forcément, c'est des signes qui sont très positifs. Maintenant, la saison est encore longue. Il y a encore beaucoup de matchs à jouer. Donc voilà, faut garder cet état d'esprit, bien travailler, la bien récupérer et continuer d'aller de l'avant avec cet état d'esprit. Doublé de fait ce soir, vous êtes maintenant 3 à plus de 7 buts. C'est un régal de jouer dans cette ligne d'attaque. Bien sûr, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec le renfort qu'on a eu, le retour de Fed, l'arrivée d'Axel Camblanc, on a énormément de potentiel offensif et le danger peut vraiment arriver de chaque joueur qui occupe les avant-postes. Donc forcément c'est intéressant et je suis content pour lui parce qu'il était moins en réussite ces derniers temps et je pense que ça va lui faire du bien et avoir Fed en confiance, ça va nous faire du bien. Une dernière rencontre se disputait ce vendredi du côté du stade de la Source. L'US Orléans accueillait le stade Briochin. Alors là, le scénario, j'ai hâte de la voir parce qu'on a suivi ça à distance. Oui, ça a gagné 1-0 du côté d'Orléans, je crois. Exactement. Après, on a arrêté de regarder le score et finalement, on a rallumé le téléphone et le stade Briochin s'est imposé 3-1 du côté de la Source. Filons tout de suite retrouver notre ami François Poulet qui a vécu ce match pour vous sur FFF TV. Bonsoir François. Racontez-nous du coup comment s'est passée la bascule. Qu'est-ce qui s'est passé surtout du côté du stade de la Source? Salut Manu, salut Vince, ce championnat est fou et le maintien va se jouer jusqu'au bout. On le savait que ça serait compliqué pour toutes les équipes, mais ce soir, le Stade Briochin nous a prouvé qu'ils étaient encore bien en vie dans ce championnat grâce à leur victoire ici au Stade de la Source. 3-1. Ce sont pourtant les Orléanais qui ont marqué le premier but de ce match et très clairement, après l'ouverture du score de l'USO, on s'est dit voilà, les hommes de Nicolas Isaïe ont fait le plus dur. Cette équipe du Stade Briochin était un petit peu inoffensive. Mais finalement, ce but a réveillé les hommes de Karim Mokedem qui ont réussi à égaliser rapidement. Et en plus, il y avait blessure de gardien, il y avait un petit moment de flottement. Et derrière, Matteo Remars, qu'on a interviewé,
qu'on a nous décidé de nommer homme du match a été vraiment très très bon. Son but il est magnifique, cette reprise, il nous l'explique mieux que moi, mais voilà, ça a mis le stade briochin sur de très bons rails et derrière ils ont profité du fait que Orléans devait se découvrir pour aller marquer, pour aller chercher les 3 points, pour mener 2 contres éclairs, des contres magnifiques, et c'est la première victoire du stade briochin avec 3 buts marqués donc pour cette équipe du stade briochin qui revient, il me semble, à 5 points du premier non relégable. Donc voilà, le stade briochin n'est pas mort. Karim Mokedem le disait, si on n'y croit pas, on ne vient pas jouer. Donc toute l'équipe y croit. Ils ont montré ce soir ici à Orléans que c'était une équipe sur qui il fallait compter pour cette fin de championnat. Et du côté d'Orléans, on va aussi jouer le maintien jusqu'au bout. Nicolas Usaï nous le disait avant match, nous on lui dit toujours, voilà, vous êtes à 10 points de la tête, vous êtes aussi près de monter, de retrouver la Ligue 2. Il nous dit attention, nous on joue toujours le maintien, c'est l'objectif. Et bien encore plus ce soir après cette défaite ici. Ça faisait 3 matchs qu'Orléans n'avait pas encaissé de but au stade de la Source. Et bien ils en ont pris 3 ce soir et c'était un très beau match et une très belle victoire du stade briochin, 3-1. Vincent, un bien vilain tour que vient de jouer Karim Mokedem et le stade briochin à l'US Orléans, parce que l'US Orléans pouvait raccrocher le bon wagon ce soir en cas de victoire, et à l'inverse, on a l'impression que cette défaite, certes, va faire du mal à Nicolas Usaï et ses hommes, mais les prive, entre guillemets, d'espoir de monter. En tout cas, ils n'ont pas le droit d'y penser après cette défaite. Ouais, ils n'ont pas le droit d'y qu'on a, hein. Voilà, et ils n'ont pas le droit d'y penser, et un peu comme on dit à chaque fois, c'est la première année où on dit ça, à chaque fois on dit c'est temporaire. Ouais, ça peut changer la semaine prochaine. Oui, c'est vrai. mais c'est vrai que là, en tous les cas, ils sont beaucoup moins proches de la montée qu'ils ne le sont du maintien. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'ils vont devoir recommencer à regarder ce qui se passe derrière eux. Surtout que cette équipe de Saint-Brieuc, depuis que Karim Mokedem est arrivé, elle marche super bien. Elle avait connu qu'une seule victoire à l'extérieur, c'était à Versailles. Aujourd'hui, elle est allée gagner à Orléans. Elle a mis 3 buts à la meilleure défense. C'est arrivé qu'une seule fois pour Orléans. C'était face à Versailles il y a quelques semaines. Je dirais même pas que c'est un exploit du côté de Saint-Brieuc parce que c'est une équipe qui marche beaucoup mieux depuis quelques temps. On avait dit, elle avait retrouvé un équilibre offensif. Il fallait qu'elle retrouve un petit peu de couleur offensive. Ce soir, le fait de marquer 3 buts à la meilleure défense, je pense que pour la fin de saison, ça peut redonner un petit coup de boost aussi. Ouais, ça peut donner un petit coup de boost. Prenons un petit coup de boost, Vincent, dans ce froid justement lorrain, et aller retrouver l'excellent François Poulet justement qui a tendu son micro à l'issue de cette rencontre. Mathéo, vous êtes notre homme du match ce soir. Vous avez marqué, vous avez surtout remis votre équipe sur les bons rails. Ce but encaissé, il vous a réveillé? Ouais, tout à fait. Ouais, même si on fait une bonne première mi-temps et un bon début de deuxième. Et ouais, ce but, il nous a mis un peu dedans et on n'a pas lâché prise. On a su remotiver les troupes. Et ça a fait du bien de marquer ce but pour mettre des bonnes ondes et de vouloir gagner après ce match-là, à vouloir pousser. Ouais, justement, un partout. Vous dites quoi? Parce qu'en plus le coach il vient juste de changer après le but. Tactiquement on voit que ça se réorganise. Il y a Sonny dans les buts qui se blesse un petit peu. Il y a un moment de flottement. Et là vous marquez. D'ailleurs racontez-nous un peu ce but là. Comment vous le vivez? Comment vous le sentez arriver? Alors je le vis, Julien sur la gauche, je sens qu'il va centrer. Et je me projette vite dans la surface et je suis pris de court. Je vois Hichem au duel avec le défenseur. Ça passe au-dessus de lui et la balle me tombe juste en dessous de mes pieds et j'y vais en extérieur du pied, petit filet. Ça passe entre les jambes du défenseur aussi, donc un petit peu de réussite, mais c'est encourageant. Vous revenez à 5 points du premier non relégable. J'imagine qu'avec un match comme ça, on y croit encore plus. Là, dans un vestiaire, c'était la fête. Même si vous êtes encore 16e, voilà, tout est encore possible dans le championnat. C'est bien ça, ouais, on y croit et on y croira jusqu'au bout, jusqu'au dernier match. Et ça nous fait du bien de gagner, d'être récompensé de la saison qu'on fait. Et ouais, ça fait du bien. C'est ça le problème, je pense qu'on a été, on s'est fait endormir par l'équipe de Saint-Brieuc. On se fait contrer à domicile, c'est difficile, mais aujourd'hui c'est une défaite qui nous fait mal, mais il faut qu'on regarde devant et on se prépare pour le prochain match. Comment vous expliquez justement ce changement de situation? Vous menez et là vous vous dites le plus dur est fait, donc vous reculez, vous attendez un petit peu, vous ne savez pas trop gérer ce moment-là? Aujourd'hui c'est une situation qui nous pèse puisque c'est pas la première fois que ça arrive cette saison. Voilà, on essaie de travailler dessus, malheureusement on n'a pas trouvé la solution, mais on en a conscience, donc on continue de travailler dessus. On sait qu'on ne doit pas reculer, malheureusement on prend un but sur un centre et puis après on se fait contrer, mais voilà, c'est comme ça aujourd'hui, il faut qu'on digère rapidement pour se projeter sur le prochain match.
Ouais, c'est ça, il y a de la déception, mais ça gâche pas tout ce que vous faites avec le nouveau coach. Il y a quand même beaucoup mieux depuis l'arrivée du coach notamment. Oui, c'est clair. Depuis 2023, je pense qu'on est sur un bon championnat. Maintenant, voilà, c'est des points qui font mal, surtout à domicile. Mais on ne va pas tout jeter, on reste focus, on a un objectif en tête, on le garde en tête et on continue de travailler pour avancer et s'en approcher le plus rapidement possible. C'est un petit point très rapidement sur le classement, vous dire que ça va pas tant bouger que ça sur le haut du classement en attendant justement ce match du lundi, mais la belle opération sans avoir joué, elle est faite quand même par l'équipe du FC Martigues, par l'US Concarneau qui elle a joué bien sûr ce vendredi et se replace justement dans la tête de ce classement. On signalera aussi également que Bourg glisse dans la zone rouge, que l'AS Nancy-Lorraine justement en sort et que l'US Avranches Mont-Saint-Michel aussi également se donne de l'air ce soir après cette 23e journée. Mais vous le voyez, les écarts sont complètement serrés. N'oubliez jamais la physionomie. Il y a pour le moment les équipes de tête, il y a les outsiders, les poursuivants, il y a le ventre dur et il y a les relégables. Et il faudra trouver une décision, trouver 6 équipes qui descendent et 2 équipes qui montent. Ça va être fou jusqu'au bout. Ça va être complètement dingue, mais c'est pour ça qu'on l'aime ce championnat et que chaque vendredi en fait on est comme des fous, on se dit quoi, c'est déjà fini, vivement la semaine prochaine. C'est exactement ça, mais un jour ça va se terminer, Vincent. Il faudra se préparer à tout ça le soir de la 34e journée. Je pense qu'on n'aura plus de voix pour faire le tour des stades, c'est une certitude. C'est un honneur et un bonheur d'être à Marcel Picot pour vous proposer cette émission aujourd'hui et pour commenter ce match. Restez fidèles bien sûr aux réseaux sociaux de FFF TV, le top but, le top arrêt, la compilation bien sûr de toutes les grandes actions et tous les résumés sont à retrouver sur la chaîne YouTube, la page Facebook et la page Twitter. Bonne soirée, bon week-end et à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure, ça risque d'être fou.